Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous conter ce qu'on a appelé dans le temps jadis, ce qui a été appelé le Noël des fées. Ça existe encore, c'est une histoire vraie, comme toutes celles que je vous raconte. Et aujourd'hui, vous allez la découvrir. Ce matin-là, lorsqu'il arriva à proximité du parc Disneyland de Paris, le directeur du parc n'en crut pas ses yeux. Les agents de sécurité qui l'avaient appelé 2 heures plus tôt, au risque de le réveiller et de le mettre de très mauvaise humeur pour toute la journée, lui avaient bien expliqué ce qu'ils voyaient autour d'eux, mais il ne les avait pas vraiment crus. Alors que le soleil se levait sur la campagne environnante, le parc tout entier disparaissait dans un épais brouillard qui semblait tout à fait impénétrable. Le directeur dut se résoudre à arrêter sa voiture dès qu'il eut franchi la grille d'entrée, car malgré les puissants feux anti-brouillard qui équipaient sa voiture, il ne distinguait plus rien à moins de 2 mètres devant lui. C'est donc à pied et à tâtons qu'il rejoignit son bureau, où l'attendaient ses principaux collaborateurs prévenus eux aussi par les agents de sécurité. Ils avaient déjà pu joindre au téléphone le centre météorologique de l'aéroport de Roissy, qui leur avait confirmé que non seulement ce phénomène était totalement inexpliqué, mais qu'en outre il ne concernait que le parc d'attractions, et que le ciel des alentours restait parfaitement dégagé. Le mystère fut à son comble quand ils apprirent, à mesure qu'ils téléphonaient à d'autres parcs Disneyland, que tous les parcs, partout dans le monde, étaient noyés dans le même brouillard. Un à un, les parcs annoncèrent leur fermeture provisoire et renvoyèrent les membres du personnel chez eux, seuls quelques responsables et quelques agents de sécurité restant sur place. Quelques heures plus tard, alors qu'il faisait grand jour aux États-Unis, il commença à pleuvoir sur les studios Disney. Mais cette pluie était étrange. Il s'agissait de très grosses gouttes qui tombaient lourdement, en gelant instantanément dès qu'elles touchaient le sol ou tout objet qui se trouvait sur le chemin. Et bien que cette journée d'hiver fût particulièrement clémente, le thermomètre affichant près de 5 degrés au-dessus de zéro, les studios se retrouvèrent couverts d'une couche de glace qui s'épaississait rapidement. Là aussi, force fut de constater que le phénomène était strictement limité à l'ensemble des studios et des bâtiments environnants. Il fallut bientôt renoncer à toute tentative pour faire fondre cette glace, dont la température était descendue constamment depuis le début de cette pluie, pour atteindre au bout d'une heure moins 20 degrés. C'est pourquoi les membres du personnel, dont la présence sur place n'était pas absolument indispensable, furent renvoyés dans leur foyer. Une longue semaine passa, sans qu'aucune amélioration ne fût constatée, ni pour les parcs d'attractions de par le monde, ni pour les studios. Personne ne comprenait ce qui pouvait être à l'origine d'un tel phénomène. Les principaux responsables des sociétés Disney s'étaient regroupés dans des bureaux loués en grande hâte au sommet d'un gratte-ciel new-yorkais. Mais ils ne pouvaient que reconnaître leur impuissance devant cette catastrophe. C'est à l'entrée de ce gratte-ciel que se présenta, le matin du 7e jour, une jeune fille, vêtue de haillons. En voyant l'état de saleté des guenilles que portait l'inconnu, les gardiens lui refusèrent l'entrée de l'immeuble. Devant son insistance, ils la menacèrent, en vain, d'appeler la police, qui ne manquerait pas de la jeter en prison.
Puis elle réussit à saisir la main d'un des gardiens. Ses grands yeux bleus ne quittaient pas les yeux de l'homme, qui soudain décida de l'accompagner comme elle l'avait demandé jusqu'au bureau du dernier étage. Devant les responsables Disney, stupéfaits et incrédules, elle expliqua que la Confédération des Fées était responsable des dérèglements climatiques qui immobilisaient tous les parcs et les studios. Les Fées avaient décidé cette action pour protester contre la décision de cette société de cesser la production de films de contes de fées. Elles feraient connaître leurs conditions dans 1 mois pour que cesse le sortilège. Entre-temps, elle affirma qu'aucune tentative pour éliminer tant le brouillard que la glace n'aurait de succès. Puis, comme les hommes devant elle doutaient de plus en plus ouvertement de son équilibre mental, elle se transforma en une légère fumée bleue et disparut dans les bouches d'aération de l'immense bureau. Il fallut se rendre à l'évidence. La fée avait dit vrai. Tous les essais pour réduire le brouillard au-dessus des parcs Disneyland échouèrent lamentablement. De même, la glace emprisonnant les studios refusa de fondre, ne serait-ce que d'1 millimètre, malgré tous les traitements qui furent tentés. 1 mois plus tard, exactement à l'heure où elle avait disparu sous les yeux des responsables Disney, la fée réapparut dans le même bureau, en empruntant le même chemin de bouche d'aération, ce qui lui évita toute nouvelle explication avec les gardiens du rez-de-chaussée. Voici, dit-elle, nos conditions. Vous écrirez un scénario, qui soit bien sûr un conte de fées, mais dont le sujet devra être nouveau. Comme vos studios sont inutilisables, le film ne pourra pas être réalisé. Le conte devra être lu une nuit de Noël, avant minuit, sous un chapiteau, devant le parc Disneyland de Roissy, où vous aurez réuni 1000 enfants pauvres des rues de Paris. Notre sortilège cessera si, au 12e coup de minuit, les enfants pleurent. Bien sûr, leurs larmes doivent être des larmes de bonheur, provoquées par l'émotion qu'aura suscité votre conte. Si une seule larme n'est versée que par tristesse, alors notre sortilège sera maintenu pour l'éternité. Rappelez-vous, cette possibilité d'obtenir notre pardon s'offrira à vous chaque nuit de Noël, et uniquement la nuit de Noël. Vous devrez ensuite produire un film de contes de fées chaque année, qui devra sortir sur les écrans le soir de Noël et être projeté ce soir-là dans 1000 villes du monde, pour 1000 enfants pauvres de cette ville, de chaque ville. Aussitôt prononcés ces mots, la fée disparut à nouveau. Mais cette fois, en une gerbe de feu d'artifice, qui fit craindre un instant qu'elle ne mette le feu au bureau, et qui rappela à ses interlocuteurs que nous étions le 14 juillet, et qu'elle devait sans doute être française.